prenait place à la Cour supérieure du comté de Maricopa, où se déroule l'un des procès les plus sensationnels du pays. Un procès pour meurtre de 4 mois touche enfin à sa fin pour Jodi Arias, reconnue coupable du meurtre de son ex-petite amie en 2008 à Mesa, en Arizona. La juge Sherry Kay Stevens préside cette affaire et rend la justice qu'elle mérite. À première vue, il s'agit d'une simple photographie d'un couple amoureux. Malheureusement, leur histoire d'amour se terminera tragiquement pour les deux parties concernées. Jodi Arias, photographe en herbe, a rencontré Travis Alexander lors d'une convention d'entreprise à Las Vegas en septembre 2006. À l'époque, elle était à la recherche d'opportunités dans une société de marketing de réseau appelée Prepaid Legal Services Inc. Le coup de foudre a été immédiat et Travis Alexander a même cru qu'elle était sa femme. Selon Sky Lovinger Hughes, un ami d'Alexander, il voulait l'épouser. Il m'a dit qu'il avait trouvé sa femme et que c'était la fille qu'il voulait épouser, a-t-elle déclaré à ABC News. Cependant, la relation du couple a commencé à s'étioler et les amis d'Alexandre ont vu leur relation d'un mauvais œil, car Arias avait un comportement inquiétant. Elle le harcelait souvent, consultait ses SMS, s'assurait d'être assise juste à côté de lui et n'aimait pas qu'Alexander parle à une autre femme. Lovinger Hughes a même déclaré qu'elle avait dit en plaisantant à Alexander « Travis, j'ai peur qu'on te retrouve découpé dans son congélateur ». Le 9 juin 2008, un groupe d'amis inquiets, qui n'arrivait pas à joindre Alexandre depuis plusieurs jours, a décidé de se rendre chez lui. Ils ont trouvé la clé de sa chambre et ont décidé d'y entrer. Lorsque le groupe est entré, il a trouvé de grandes flaques de sang dans le couloir menant à la chambre principale. Le corps d'Alexander a été découvert dans la salle de bain. Il avait reçu 27 coups de couteau, la gorge tranchée et une blessure par balle à la tête. Les preuves ont révélé qu'Alexander avait été assassiné depuis le 4 juin 2008. Arias a été désigné comme suspecte et a été immédiatement arrêté en Californie. Sur la scène de crime, la police a pu récupérer des images supprimées de l'appareil photo numérique d'Alexander, le montrant avec Arias dans des poses sexuellement suggestives, prises vers 13h40 le 4 juin. Il y avait également une image d'Alexander sous la douche, prise à 17h29. Cette image est devenue virale, montrant la peur dans les yeux d'Alexander dans les derniers instants de sa vie. Une empreinte de paume ensanglantée contenait également l'ADN d'Arias et celui de la victime. Une enquête plus approfondie a montré qu'une arme de calibre 25 avait disparu de la maison des grands-parents d'Arias. Le 9 juillet 2008, un grand jury du comté de Maricopa l'a inculpée de meurtre au premier degré. Le 11 septembre, elle a plaidé non coupable, mais ses déclarations étaient incohérentes. Elle a d'abord nié s'être trouvée au domicile d'Alexander, avant de changer d'avis et de dire qu'ils avaient été attaqués par des intrus masqués. Finalement, elle s'est contentée d'invoquer la légitime défense, déclarant qu'elle était victime de violences domestiques. Il s'en est suivi un procès de 4 mois qui a attiré l'attention des médias et des foules à la Cour supérieure du comté de Maricopa où se tenait le procès. L'État de l'Arizona contre Jodi Arias compte du verdict, un nous, le jury dûment constitué et assermenté, et au-delà de l'action autorisée sur la base de notre serment, déclarer l'accusé coupable du chef d'accusation, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDEF, et l'instance suprême de la Cour européenne des droits de l'homme. Le 8 mai 2013, après 15 heures de délibération, les 12 membres du jury ont déclaré Arias coupable de meurtre prémédité au premier degré. À l'énoncé du verdict, Madame Arias est apparue très triste et des sanglots ont été entendus dans la salle d'audience. Le 13 avril 2015, elle s'est présentée au tribunal pour le prononcer de sa peine et a fait une déclaration juste avant que celle-ci ne soit prononcée, exprimant des remords pour ce qu'elle avait fait. La chose la plus importante que je veuille dire, c'est que je suis vraiment désolé pour l'énorme douleur. J'ai causé la mort des gens qui aimèrent Travis. Je suis horrifié par ce que j'ai fait et j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Le juge Stephens a condamné Arias à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La Cour estime que les mesures d'atténuation présentées n'est pas suffisamment substantielles pour appeler à la clémence et qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité naturelle est appropriée. Il est ordonné que l'accusé soit se faire incarcérer dans les services pénitentiaires pour le reste de sa vie naturelle, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que sa réaction faciale n'ait pas été filmée, Arias ne semble pas bouleversé ou ému par cette phrase, sachant peut-être déjà quel était son sort. Témoignage au second procès de Shayna Hubers. Le jury est renvoyé à la nuit où Ryan Poston est mort. Hubers est accusé de meurtre son petit ami en 2012. Nous nous rendons ensuite à la Cour suprême du Kentucky où se tient un nouveau procès pour le tueur au nez, Shayna Michelle Hubers, 28 ans, qui fait appel de sa condamnation antérieure à 40 ans de prison pour le meurtre de son petit ami. Ryan Poston a été abattu de plusieurs balles dans ce que Shayna continue d'affirmer être de la légitime défense. Jetons un coup d'œil à cette affaire qui fait froid dans le dos et découvrons si la justice a bien été rendue. Le 12 octobre 2012, Madame Hubers a appelé le 911 pour signaler qu'elle venait de tirer plusieurs fois sur son petit ami dans son appartement de Highland Heights, mais elle a continuellement insisté sur le fait qu'elle l'avait fait en état de légitime défense. Comté de Campbell, 911.
Madame, j'ai tué mon petit ami en état de légitime défense. Avec quoi l'avez-vous tué? Une arme chargée dans la maison. Ok, dites-moi où se trouve le pistolet. Il est dans la maison, je l'ai posé sur l'étagère. L'appel s'est poursuivi avec le répartiteur du 911 qui essayait de savoir où elle se trouvait. Où es-tu? Je me tiens à 1 mètre de son cadavre? Ok, vous êtes sûr qu'il est mort? Il est mort, madame. Il est complètement mort. Ryan Poston, un avocat américain de Fort Mitchell, dans le Kentucky, n'avait que 28 ans lorsqu'il a rencontré Shayna Hubers, 20 ans, sur Facebook en 2011. Hubers était ami avec le demi-cousin de Poston. Il n'a pas fallu longtemps pour que les deux commencent à sortir ensemble. À l'époque, Hubers était étudiante en psychologie à l'Université du Kentucky et excellait sur le plan académique, obtenant même un diplôme avec mention. Cependant, leur relation était volatile et le couple a rompu plusieurs fois sur une période de 18 mois. Selon les amis et la famille de Ryan, il n'est sorti avec Hubers que pour rebondir après avoir rompu une longue relation avec son ex, Lauren Worley. Cependant, il a commencé à se désintéresser d'elle, mais n'a jamais vraiment rompu. Son ami Tom Awadallah a déclaré « Il n'en était tout simplement pas capable. Il était trop gentil, il ne voulait pas la blesser. » Hubers, quant à elle, semblait obsédée par Ryan et lui envoyait 50 à 100 textos par jour. Elle a donné une version très différente de lui à ses amis, et même à sa voisine Nikki Carnes. Hubers a insisté sur le fait que Ryan n'était pas gentil. Il contrôlait tout, gardait des armes chargées dans la maison et abusait souvent d'elle. Selon Carnes, elle a dit que d'après ce qu'elle avait entendu de Shayna, il semblait que Ryan jouait à des jeux d'esprit avec elle. Elle me disait toujours qu'il disait qu'elle avait besoin de se faire refaire les seins ou de se faire lifter et qu'elle était grosse, qu'elle devait perdre du poids, a déclaré Nikki. Mais elle m'a toujours dit qu'elle l'aimait. Elle ramassait son linge, elle faisait sa lessive, elle sortait son chien, elle allait lui acheter de la nourriture. Elle faisait tout pour lui. Les choses allaient vraiment mal tourner la nuit du 12 octobre 2012. Ryan avait prévu un rendez-vous avec Audrey Bolt, Miss Ohio USA 2012. Cependant, il ne s'est jamais présenté au rendez-vous, car Hubers s'est présenté à son condominium de Highland Heights. Après avoir tiré 6 fois sur Ryan, elle a appelé le 911 en invoquant la légitime défense et a été immédiatement emmenée pour être interrogée. On lui a lu ses droits, Miranda, et elle a immédiatement demandé un avocat, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se mette à divaguer bizarrement sur ce qui s'était passé. Il était assis, il a fait comme ça, littéralement, c'est alors que j'ai su qu'il était mort, or close to it, et des soubresauts, et je ne pouvais pas, je l'ai laissé faire, je suis toujours là, même si ça fait mal, il y a encore assez de moi qui l'aimait. Je ne pouvais pas supporter de le voir tressaillir, je savais qu'il allait mourir. Même sans avoir été interrogée, Madame Hubers décrivait volontiers la façon dont elle avait tiré sur lui. Elle a déclaré qu'elle l'avait vu s'agiter et qu'elle savait qu'il allait mourir ou avoir le visage complètement déformé. Elle a poursuivi en disant qu'elle lui avait fait subir la chirurgie du nez qu'il voulait. Il est très vaniteux. Une de nos dernières conversations. Nous avons eu ce qui était bon. C'est qu'il veut ma meilleure amie, qui est dentiste pour faire ses facettes et vouloir se faire refaire le nez. Il est ce genre de personne, et je lui ai tiré dessus, ici, je lui ai fait le nez qu'il voulait. Cependant, dès qu'il n'y a plus personne dans la salle d'interrogatoire, Hubers a commencé à bouger et même à danser. Elle a également commencé à chanter « Amazing Grace », puis la séquence a pris une tournure plus sombre lorsqu'elle a prononcé ces mots. « Je l'ai fait, oui, je l'ai fait, je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça ». Le 20 décembre 2012, Hubers a été inculpée pour le meurtre de Poston, et, le 16 janvier 2013, elle a plaidé non coupable des accusations portées contre elle. Le 23 avril 2015, après 5 heures de délibération, le jury l'a déclarée coupable de meurtre et Hubers a été condamnée à 40 ans de prison. Toutefois, elle a fait appel de sa condamnation, ce qui lui a été accordé car l'un des jurés avait dissimulé une condamnation pour crime. Son nouveau procès a débuté le 8 août 2018. Après 5 heures de délibération du jury, elle est à nouveau déclarée coupable de meurtre pour la 2e fois. Cette fois, elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, à purger au minimum 20 ans. À la lecture du verdict, Shayna Hubers fond en larmes. Vient ensuite le cas de Vegas Bray, une autre petite amie tueuse qui est devenue folle de son ex-petite amie. Prenez place au tribunal de district des États-Unis où le juge préside l'affaire d'une femme dont l'obsession pour son ex-petite amie l'a conduite à lui tirer dessus 9 fois avant d'appeler elle-même le 911. Vegas Battaglia Bray est née et a grandi à San Diego, en Californie. Elle a rencontré et est tombée amoureuse de Victor C. Saucedo, qui travaillait sur un destroyer en Californie du Sud. En mars 2011, ils ont commencé à sortir ensemble, mais leur histoire d'amour n'était pas sans faille. Saucedo, plus connu sous le nom de Sauce, avait un fils de 7 ans, issu d'une précédente relation, et Vegas n'approuvait pas qu'il communique avec la mère de son enfant. Bientôt, le couple commença à avoir de sérieux problèmes, et Saucedo décida de mettre fin à leur relation. Malheureusement,
Vegas ne l'entendait pas de cette oreille et a tout fait pour raviver leur relation. Selon Zulema Reyes, l'ancienne fiancée de Saucedo, elle ne voulait pas le laisser tranquille. Ils ont rompu, elle ne pouvait pas s'en remettre. Saucedo a également signalé des actes de vandalisme à plusieurs reprises, et bien que les appels aient fait l'objet d'une enquête, aucun suspect n'a été identifié ou arrêté. Cependant, cette négligence s'est avérée mortelle le 15 octobre 2012, lorsque Vegas l'a finalement abattue. Vers 15 heures, le 16 octobre 2012, elle s'est rendue à l'appartement de Saucedo, où elle a tiré 9 fois sur lui avec un revolver 38, s'arrêtant même pour recharger l'arme après avoir appuyé 6 fois sur la gâchette. À 15h45, le 911 a reçu un appel de Vegas, et lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement de Saucedo, elle a dirigé la police vers le corps. Elle a d'abord prétendu que Saucedo s'était suicidé, mais a ensuite admis que l'arme trouvée sur le sol de son appartement était la sienne. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Vegas a été emmenée au bureau du shérif du comté de San Diego pour y être interrogée, et l'enquête a révélé qu'elle avait créé un fichier sur son ordinateur en mai 2012, intitulé Bucket List. Sur cette liste figuraient des plans pour acheter une arme, trouver Victor Saucedo, le tuer, et ensuite se tuer. Le 3 août 2012, elle a créé un mémo sur son téléphone portable, se plaignant du fait que Saucedo la trompait. Le mémo se terminait par les mots suivants. Il était tellement plein de merde et de mensonges. J'ai dit « était » parce que cet abruti n'existe plus. Au revoir, Victor C. Saucedo, espèce de salope au cul stupide. Le 5 octobre 2012, Bray a écrit un autre mémo sur son téléphone portable. Dites juste qu'elle était obsédée par l'idée de le tuer. Un procès s'est immédiatement ouvert après qu'elle ait été inculpée d'un chef d'accusation de meurtre le 19 octobre 2012. Au cours de son procès, Madame Vegas a insisté sur le fait qu'elle était innocente du crime et a même eu un accès de colère dans la salle d'audience. Je ne vais pas me laisser abattre pour quelque chose que je ne me souviens pas avoir fait. Je ne descends pas pour un meurtre, ce n'est même pas arrivé. Je ne l'ai pas fait. Non, je ne fais pas. Je ne descends pas pour quelque chose, je ne me souviens pas l'avoir fait. Et si les gens ne peuvent pas raconter l'histoire correctement, c'est probablement la raison pour laquelle je suis ici en premier lieu. Le témoignage de son frère contre elle a cependant été la preuve la plus éclatante contre elle. Et elle m'a raconté ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle vous a dit, qu'elle a tué son petit ami, quels mots a-t-elle utilisé. Comme ça, elle dit « Je l'ai tué ». Ce témoignage n'a fait que donner raison au procureur qui avait soutenu que Vegas avait intentionnellement assassiné son ex-petit ami. Il y a de nouvelles informations sur le verdict d'aujourd'hui dans une affaire appelée une obsession mortelle, une attraction fatale. Juré condamné, Vegas Bray, de l'affirmation d'un meurtre au premier degré qu'elle a traqué et harcelé son ex pendant des mois avant de l'abattre. Le 2 novembre 2015, un jury a déclaré Vegas coupable de meurtre au premier degré. Le 8 janvier 2016, Vegas a été condamné à une peine indéterminée de 50 ans à la perpétuité dans une prison d'État. Bien que ce moment n'ait pas été filmé, le léger sourire de Vegas, après avoir été reconnue coupable du crime, montre qu'elle n'éprouve aucun remords pour le crime odieux qu'elle a commis. Clip plus long que spécifié de 5 secondes. À Strongsville, le procès d'un adolescent. L'accusation de meurtre est en cours. Elle a été impliquée dans un accident mortel l'année dernière. Les procureurs affirment que Mackenzie Shirilla, âgée de 18 ans qui avait 17 ans au moment de l'accident, elle a foncé dans un immeuble avec sa Toyota Camry. En voyageant à plus de 100 miles par heure, Davion Flanagan, 19 ans, et 20 ans, Dominique Rousseau, étaient tous les deux dans la voiture et déclarés morts sur place. Nous arrivons maintenant au tribunal de première instance du comté de Cuyahoga, où la sentence est en cours pour une adolescente de l'Ohio, accusée d'avoir tué son petit ami et l'ami de celui-ci en conduisant intentionnellement sa voiture à 160 km/h contre un mur. Le juge Nancy Margaret Rousseau préside cette affaire. Quel sera le verdict? Et surtout, quelle sera la réaction de l'accusé? Découvrons-le. Le 31 juillet 2022, vers 5h30 du matin, une jeune femme de 17 ans, Mackenzie Shirilla, âgée de 17 ans, a conduit sa Toyota Camry 2018 sur une route de 3/4 de mile, en accélérant jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 miles à l'heure. Il n'a pas fallu longtemps pour que le volant se mette à osciller vers la droite, puis vers la gauche, avant de quitter la route et de s'écraser contre le mur en briques d'un bâtiment situé dans un parc d'affaires. Ce n'est que 45 minutes plus tard qu'un passant a découvert la voiture et a alerté la police. Lorsque la police est arrivée, elle a constaté que la voiture était gravement endommagée. Mais ce n'était pas tout. Dominique Rousseau, 20 ans, Dominique Rousseau, le petit ami de Shirilla, et son ami, Davion Flanagan, 19 ans, ont été retrouvés morts. Davion Flanagan, 19 ans, ont été retrouvés morts. Shirilla était coincée sur le siège du conducteur, ses pantoufles Prada floues toujours collées à l'accélérateur, et elle ne respirait plus. Shirilla avait écrit en ligne un hommage sincère à son petit ami décédé, déclarant qu'il était « la dernière personne à mériter cela », et qu'il avait une vie parfaite devant lui.
Un message écrit le 24 août 2022 disait « Tu me manques, Nug. J'ai toujours l'impression que tu vas passer la porte d'une seconde à l'autre. Ton rire, ton sourire parfait me manque. Je sens ton énergie autour de moi tous les jours. J'aimerais juste qu'elle soit physique. Mon Dieu, tu es la dernière personne à mériter cela. Tu avais une vie si parfaite devant toi. J'aimerais pouvoir te dire tout cela davantage. S'il vous plaît, attendez-moi. » Malheureusement, la véritable histoire de l'accident est plus sombre. Shirila et Russo entretenaient une relation que la famille et les amis décrivent comme instable dans les semaines qui ont précédé l'accident. Pour les observateurs extérieurs, ce jeune couple était l'image même de la perfection, mais en réalité, il s'agissait d'une relation toxique. À une occasion, des amis ont dû éloigner Russo du véhicule de Shirila au cours d'une bagarre. On l'a entendu menacer d'écraser sa voiture avec Russo à l'intérieur. Une autre fois, elle a menacé de mettre la clé dans sa voiture s'il ne la laissait pas entrer dans la maison familiale. Pourtant, personne n'a cru que Shirila serait capable de mettre sa menace à exécution et de l'assassiner jusqu'au jour où l'accident s'est produit. Davion Flaganan, qui est décédé sur les lieux de l'accident, était malheureusement une victime innocente qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Shirila a miraculeusement survécu à l'accident et a été inculpée de 12 chefs d'accusation, dont 4 de meurtre, 4 d'agression criminelle, 2 d'homicide aggravé sur véhicule, 1 de possession de drogue et 1 de possession d'outils criminels. Dans un premier temps, son équipe de défense a tenté de mettre l'accident mortel sur le compte d'une conduite imprudente en affirmant qu'elle avait perdu le contrôle des roues, mais les procureurs ont soutenu que l'accident était intentionnel. Les images de surveillance diffusées dans la salle d'audience ont donné raison aux procureurs, car elle conduisait raisonnablement avant d'accélérer. Les procureurs ont également souligné que la défendresse avait même planifié l'itinéraire en visitant la région avec sa voiture plus tôt dans la semaine. L'adolescente de l'Ohio avait également publié une vidéo TikTok avant son arrestation, dans laquelle elle se vantait de sa tolérance à la drogue. « Je ne suis même pas cool, je suis juste une de ces filles qui peut prendre beaucoup de drogue et ne pas mourir », disait l'audio dans le clip, tandis que Shirila battait ses énormes fossiles. Avant de rendre son verdict, le juge a commenté l'affaire, en particulier la vidéo de l'accident de voiture. La vidéo montre clairement le but et l'intention de l'accusée. Elle a choisi la mort et destruction ce jour-là. L'exposition 802 cristallise la décision mortelle de l'accusée. Elle est devenue une conductrice responsable, les roues de l'enfer au sens littéral du terme, sa façon de descendre dans la rue. Alors que le juge lit cette déclaration, Shirila semblait déjà en larmes en attendant le verdict. Elle a été déclarée coupable des 12 chefs d'accusation par la juge Nancy Margaret Russo. Le verdict est assorti d'une peine de prison à vie automatique avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 15 ans. Dès qu'elle a entendu le verdict, Shirila a fondu en larmes, regardant avec incrédulité la salle d'audience où elle attendait, menottée, d'être emmenée. Cependant, la sentence officielle est prévue pour le 21 août 2023. Eh bien, ce soir, nous voulons aller à l'intérieur, la salle d'audience d'un juge qui fait irruption lorsqu'une femme condamnée pour le meurtre de son petit ami montre aucun signe de remords et les membres de la famille sont désemparés. Prenons place au tribunal du comté de Jackson, où le juge John McBain s'en prend à une accusée. Kamia Gamet comparaissait devant le tribunal après avoir été condamnée pour avoir tué son petit ami dans ce que le juge a décrit comme l'un des pires meurtres de sang-froid qu'il ait jamais vu. Installez-vous confortablement pendant que nous découvrons le verdict du juge dans cette affaire. Le 18 mai 2013, Kamia Gamet a affirmé qu'alors qu'elle dormait sur un matelas pneumatique gonflé, le bruit d'un verre se brisant au-dessus de sa tête l'a réveillée. Selon elle, il faisait nuit noire et elle ne pouvait rien voir, mais elle a rapidement senti que quelqu'un la frappait à plusieurs reprises à l'arrière de la tête. Elle a décidé de se défendre contre l'agresseur inconnu en attrapant un lampadaire. Elle s'est retournée et a commencé à le balancer jusqu'à ce qu'elle sente qu'il touchait quelque chose. Qui était l'agresseur? Madame Gamet raconte qu'elle est tombée à genoux et qu'elle a commencé à tâtonner, essayant de prendre son sac à main qui contenait son téléphone pour appeler à l'aide. Cependant, ses mains ont touché un couteau qu'elle avait utilisé plus tôt pour découper des trous dans ses rideaux. Elle le ramasse et s'en sert pour poignarder son agresseur à la poitrine, peut-être à 3 reprises. L'homme est alors tombé et tout est devenu silencieux. Madame Gamet a déclaré qu'elle s'était levée et était allée dans la cuisine pour essayer d'obtenir de la lumière. La lumière de la cuisine refusant de s'allumer, elle s'est alors rendue dans la salle de bain, y a allumé la lumière et a ouvert la porte. C'est alors qu'elle a réalisé que son agresseur était son petit ami de 38 ans, Marcel Hill. Elle a alors crié son nom et, comme il ne répondait pas, elle est sortie et a appelé le 911. J'ai compris que quelque chose de grave s'était produit et, après avoir vu que c'était lui, j'ai voulu qu'il l'aide, a déclaré Madame Gamet. Ce témoignage semblait crédible, sauf qu'il ne correspondait pas à la réalité. Moins de 3 mois avant sa mort, le 8 mars, Monsieur Hill a déclaré que Madame Gamet l'avait attaqué à l'hôtel Avalon, dans le canton de Blackman.
Il a déclaré qu'elle l'avait frappé 2 ou 3 fois à la tête avec un marteau. Selon lui, elle était sous l'emprise de crack et avait commencé à se disputer avec lui jusqu'à ce qu'une bagarre s'ensuive. Monsieur Hill a déclaré qu'il lui avait demandé de partir, mais qu'elle avait refusé. C'est à ce moment-là qu'il s'est adressé à l'agent de sécurité publique du canton de Blackman-Leonie, Cory Torbett. Madame Gamette, quant à elle, affirme que Monsieur Hill s'en est pris à elle et qu'elle n'a fait qu'essayer de se protéger. De toute évidence, le couple avait une relation tumultueuse et le fait qu'ils se droguaient tous les deux n'a pas aidé. Par ailleurs, le médecin légiste qui a témoigné lors de son procès a déclaré que Hill avait reçu 11 coups de couteau, ce qui contraste avec le témoignage de Gamette, qui a déclaré qu'elle ne se souvenait que de l'avoir poignardé à 3 reprises. Elle avait également mentionné l'utilisation d'un lampadaire et d'un couteau pour repousser son agresseur, mais une poêle à frire pliée et ensanglantée figurait parmi les armes retrouvées sur la scène du crime. Le médecin légiste est allé plus loin en déclarant que Hill avait subi 6 blessures qui auraient pu être mortelles et qu'il avait également subi de multiples lacérations à l'arrière de la tête. Cette affirmation contrastait à nouveau avec celle de Gamette, qui affirmait que ce dernier avait continué à la frapper après qu'elle lui eut asséné un coup à la tête. En mars 2014, un jury a déclaré Gamette coupable de meurtre au premier degré. Lors du prononcé de la peine, Madame Gamette n'a pas semblé éprouver de remords, ce qui a donné lieu à un drame dans la salle d'audience. Tout a commencé lorsqu'elle a fait une déclaration avant que la sentence pour meurtre au premier degré ne soit prononcée. Madame Gamette, qui a insisté sur le fait qu'elle avait agi en état de légitime défense, a déclaré que sa condamnation était fondée sur des mensonges. Essentiellement un procès. La façon dont j'ai été dépeint. Tout, ou presque, n'était que mensonge. Il y avait un peu de vérité, mais j'ai surtout été condamné pour les mensonges. La tante de Hill est montée à la tribune pour prononcer un discours émouvant, mais c'est à ce moment-là que Gamette a montré son insolence. Je me souviens encore des appels à l'aide. Il a crié quand vous avez plongé. Ce couteau qui entre et sort de son corps. À ce moment-là, on a vu Madame Gamette rouler des yeux et ricaner. Comme si cela ne suffisait pas, elle a interrompu le discours en disant « C'est tout ». Et c'est à ce moment-là que le juge s'est mis en colère contre son impertinence. « Tu vas fermer ta gueule, or je vais mettre du ruban adhésif sur ça. All right, we'll wait here for a moment, pour qu'elle se tienne tranquille. » Le procureur adjoint en chef, Cathy Rezmierksi, a été irrité par son insolence et avait des choses à dire. « Nous n'avons pas le choix, mais l'envoyer là où elle mourra aussi. Je n'arrive pas à croire qu'elle se trouve devant vous. Faire ça, ce matin. » Juste avant que le juge John McBain ne prononce la peine de Madame Gamette, il a également eu quelques mots à dire au tueur qui n'a montré aucun remords pour ses actes. Vous l'avez éviscéré comme un poisson dans cet appartement, vous avez été implacable, vous avez poignardé, vous avez poignardé, vous avez poignardé, vous avez poignardé, vous avez poignardé jusqu'à ce qu'il soit mort. Kamia Gamette, 31 ans, a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, le juge n'a pas hésité à ajouter les mots suivants pour la frapper là où ça fait le plus mal. Je suis d'accord avec la famille, j'espère que vous mourrez également en prison. Vous savez, s'il s'agissait d'un État où la peine de mort est appliquée, vous obtiendrez la chaise. Bien qu'elle n'ait jamais quitté les murs d'une cellule, Madame Gamette est restée impassible, l'air imperturbable et sans remords, alors qu'on l'emmenait hors de la salle d'audience. L'amour est sans aucun doute le sentiment le plus fort qui soit, et ce sentiment peut parfois être enivrant. Mais ce n'est jamais une excuse pour ôter la vie à un autre être humain. Si cette vidéo de petites amies tueuses réagissant à des peines de mort vous donne à réfléchir, cliquez sur les cartes qui apparaissent sur votre écran pour découvrir d'autres vidéos intéressantes de ce type.